בסדר? Alors on va faire les halachot concernant la mezouza. Parce que c'est une mitzvah qui concerne tout le monde. Comme ce n'est pas une mitzvah qui est liée au temps, donc aussi bien les hommes que les femmes doivent respecter la mitzvah de mezouza. Alors, à qui s'applique, à qui s'adresse la mitzvah de mezouza? La Gemara nous dit, ça s'appelle chovat adar. C'est une obligation de l'habitant, pas une obligation du propriétaire, mais de celui qui habite. C'est-à-dire, si vous avez un appartement ou un magasin et que vous ne vous en servez pas, c'est quelqu'un d'autre qui s'en sert, juif ou goy, vous n'êtes pas obligé de mettre une mezouza puisque vous n'y habitez pas, vous ne l'utilisez pas. Donc il y a un grand principe qui s'appelle chovat adar. L'obligation incombe à l'habitant. Donc celui qui a une maison, en ce moment ils font des publicités pour acheter des maisons au Canada, en Amérique, etc. Donc évidemment, comme ça coûte moins cher d'acheter une maison en Amérique, au Canada qu'en Israël, les investisseurs ils achètent là-bas. Donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter, puisqu'ils n'habitent pas, de mettre une mezouza, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter, même si c'est un juif qui va louer là-bas ou qui va habiter sans payer, ils n'ont pas besoin de mettre une mezouza. Il n'y a que la maison dans laquelle on habite qui a une mitzvah de mezouza. Maintenant, comme la Torah dit baït, beitecha, c'est quoi un baït? Un baït, c'est 4 murs en fait. Baït, c'est une pièce de arba à l'arba, de 4 amot sur 4 amot, c'est-à-dire à peu près 2 mètres sur 2 mètres. Moins que ça, moins que cette surface, ça ne s'appelle pas une surface habitable. D'accord? Il faut qu'il y ait un minimum de 2 mètres sur 2 mètres pour qu'il y ait une obligation de mezouza sur un baït. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'il suffisait de mettre une mezouza à l'entrée de la maison et c'était tout. Alors on dit non, baït c'est pas la maison, c'est une pièce. Pièce de 4 sur 4, de 2 sur 2, 2 mètres sur 2 mètres, c'est-à-dire 4 mètres carrés. C'est ça qui s'appelle un baït. Donc si j'ai une maison, un appartement où il y a plusieurs chambres, chaque chambre s'appelle un baït en fait. C'est pas la maison qui s'appelle baït, c'est chaque pièce qui s'appelle baït. Et donc on ne peut pas dire, oh ben j'ai mis la mezouza à l'entrée principale, ou alors j'en ai pas assez, je vais en mettre une dans ma chambre, et le reste c'est pas la peine, c'est pas urgent. On ne peut pas faire comme ça. Il faut, dès qu'on veut habiter dans un appartement, il faut prévoir le nombre de mezouzot qu'il y a autant de mezouzot qu'il y a de pièces. Et ne pas dire, puisque baït c'est une maison, j'en ai une à la chambre, ou j'en ai une à l'entrée, ça suffit, j'attendrai plus tard. Et ça c'est surtout en Eretz Israël, puisque en Chutz La'aretz, étant donné que la Torah tient qu'un juif n'a rien à faire en Chutz La'aretz, donc elle dit, tant que tu n'as pas habité 30 jours dans une maison, tu ne dois pas mettre de mezouza. Donc en Chutz La'aretz, vous avez une tolérance de 30 jours. Par contre, si vous avez emménagé dans un appartement, vous avez 30 jours pour mettre des mezuzot. On n'a pas dit qu'il faut attendre 30 jours. On attend 30 jours parce que on estime qu'après 30 jours, on s'appelle fixe. Donc, c'est comme la vignette de Gaulle, c'était du provisoire qui a duré 50 ans. Donc, on estime qu'après 30 jours, le provisoire de Chutz La'aretz s'appelle du fixe. Et donc, à ce moment-là, on oblige tout le monde à avoir une mezouza. Mais en Eretz Israël, non. En Eretz Israël, c'est tout de suite qu'on doit mettre une mezouza.
dès qu'on rentre dedans. C'est d'ailleurs l'explication classique du mot Chanoukat Baït. Inaugurer une maison, Chanoukat Baït, ça veut dire mettre les mezuzot en fait. L'essentiel, c'est pas les petits fours et la collation qu'on fait pour inviter les amis quand on est dans une maison. L'essentiel de Chanoukat Baït, inaugurer une maison, ça veut dire mettre les mezuzot. Donc à partir du moment où quelqu'un est rentré dans cette maison et qu'il va y dormir, pas manger spécialement, mais dormir, il doit mettre des mezuzot et ça s'appelle Chanoukat Baït. Maintenant, ce qu'il va faire après une cérémonie d'inviter des amis, etc., ça c'est pour purifier les murs, l'atmosphère. Ça ne s'appelle plus déjà Chanoukat Baït, c'est une coutume. Donc l'essentiel c'est de mettre des mezuzot et ça s'appelle Chanoukat Baït. Évidemment, qu'on soit seul ou qu'on soit une grande famille, on doit faire la bracha sur les mezuzot qu'on accroche. Un homme ou une femme ne doit pas mettre une mezouza sans faire la bracha dessus. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que si dans une famille, des hommes et des femmes, ça n'a aucune importance que ce soit la femme ou l'homme qui accroche la mezouza avec bracha, puisque la femme est aussi tenue que l'homme de la mezouza. Donc si le mari est en voyage ou qu'il va rentrer le lendemain seulement, la femme elle ne doit pas dire non, j'attends mon mari, je mettrai les mezuzot plus tard. J'attends mon fils ou j'attends mon père. Non. Dès qu'elle rentre, puisqu'elle a autant le devoir de la mezouza que l'homme, elle doit mettre la mezouza, faire la bracha dessus, même si elle est toute seule, ou même s'il n'y a que des femmes. Ça n'a rien à voir avec le femme ou homme. La mitzvah de la mezouza, c'est une mitzvah de la maison, c'est pas une mitzvah de la personne. Donc que la personne soit adulte, femme ou homme, c'est la maison qui a une obligation, c'est pas la personne. La preuve que c'est la maison qui a une obligation et pas la personne, c'est que si quelqu'un, c'est un bitnik, il habite dans une caravane, il fait du camping, il habite dans une caravane, ou dans un tank de Chabad, il n'est pas obligé de mettre une mezouza. Par exemple, il y a des gens comme ça qui ont racheté des vieux autobus, et ils habitent dedans. Ils vivent dans l'autobus. Alors, on estime qu'il n'y a pas besoin de mezouza, puisque ça ne s'appelle pas une maison fixe. Donc là, ça dépend plus d'hommes et femmes, ça dépend de maison. Même si elle ne bouge pas, elle est appelée, comment on dit ? Elle est appelée araï, elle est appelée momentanée. Donc, si vous rentrez dans un autobus, par exemple, quand vous voyagez, vous n'avez pas besoin de vérifier s'il y a une mezouza. Il ne doit pas y avoir de mezouza dans un autobus, comme on n'en met pas non plus dans un avion, comme on n'en met pas non plus dans un bateau, parce que ça ne s'appelle pas des maisons, ça s'appelle des endroits. Mais à partir du moment où les caravanes, des endroits mais les caravanes momentanés. Les caravanes qu'on fixe, qui sont censées. Alors voilà, quand ce sont des caravanes, comme la Médina d'Israël a offert gracieusement aux gens qu'elle a déportés du Gush Katif, ce qu'ils ont osé appeler les caravillas, parce que quand on change le nom, ça calme l'idée. Les caravanes. Alors ouais, donc si c'est une caravane qui s'appelle caravilla, oui, c'est effectivement, ce sont des murs bidons, des murs qui sont comme un bidonville, des murs en plastique ou en. Oui, mais quand même. Mais c'est pas la construction qui décide. C'est est-ce que ça roule pas, si ça va être le but. Donc un srif, une cabane qui est une cabane fixe, ou une caravilla, ou une roulotte qui serait fixée au sol, par exemple, là, elle serait tenue de mezouza, puisque ça s'appelle fixe, bien que les murs n'aient pas l'air d'être fixes. C'est par exemple un bus que l'on a transformé en habitation, et qu'il n'y a plus de moteur. Un bus qu'on a Il est plus censé rouler, donc il est bien fixe.
Voilà, effectivement. Parce qu'il y a les roues. Si c'est un bus dont on a défait les roues ou défait le moteur et entièrement de façon décidée de ne pas le bouger, alors oui, effectivement, c'est une maison fixe. Mais en général, on parle des caravanes ambulantes. Quoi. Donc si vous avez une maison, vous décidez d'habiter sur une péniche ou sur un... Comme il y en a, vous avez des gens un peu bizarres qui habitent sur des péniches. Oui. Ils achètent une péniche, ils ont des problèmes d'habitation, alors ils vivent dans une péniche. Comme la péniche bouge, ça s'appelle pas fixe, donc ils ne mettent pas de mezouza. Maintenant, tout ce qui est fixe nécessite une mezouza en Israël dès le premier jour qu'on y habite. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui décide de s'appeler une maison ou pas? C'est pas simplement la taille. Il faut que ça suffit pas que ça fasse 2 mètres sur 2 mètres. Il faut que ce soit aussi l'utilisation qu'on en fait. Si c'est une utilisation de dira, d'habitation, on met une mezouza. Si c'est une utilisation qui n'est pas honorable, ou qui n'est pas viable, il n'y a pas de mezouza non plus. Donc quelque chose qui n'est pas honorable, par exemple une écurie. Ah ouais. Une écurie, même si le palefrenier, il reste des heures à nettoyer les chevaux, ou ce que je sais moi, à travailler dedans, Ouais. il n'y a pas de table pour s'asseoir, c'est un endroit désagréable, c'est pas un endroit honorable. Ou alors des toilettes, d'accord ? Même si on a des grandes toilettes de 2 mètres sur 2 mètres, avec une table pour se maquiller, etc., c'est pas un endroit honorable. Honorable, ça veut dire un endroit où on recevrait des gens, où on mangerait, c'est un endroit, comment dire, un cabinet. C'est un cabinet d'esthétique ou de confort, mais c'est pas honorable, donc on ne met pas de mezouza, bien que aujourd'hui il y a des salles de bain où vous pourriez manger, c'est une grande salle de bain, vous pouvez mettre une table, des chaises, mais c'est pas un endroit honorable par nature, c'est un endroit où on se lave, où on s'habille, où on se coupe les ongles, ce que je sais. Donc automatiquement, dès que c'est pas un endroit honorable, on ne met pas de mezouza, même si c'est un endroit qui fait 4 mètres carrés, 2 mètres sur 2 mètres. Et également, si c'est pas un endroit confortable. Vous avez une grande penderie ou un grand placard, tellement grand qu'on peut rentrer dedans, 2 mètres sur 2 mètres. Comme c'est pas fait pour s'installer, bien qu'il y ait la place dedans, on ne met pas de mezouza. Il y a des gens, par exemple, qui ont un entrepôt pour ranger des outils, ranger des ciseaux, ranger des affaires de bricolage. Bien que ce soit très grand, ils ne sont pas tenus de mettre une mezouza, ni en entrant, ni en sortant. Ah bon. Parce que ce n'est pas un endroit qu'on fréquente. On rentre et on sort. Ah bon. Pas un endroit où on reste toute la journée en mangeant, en dormant, etc. Donc même s'il y a la taille, il y a beau avoir la taille, ça ne s'appelle pas un endroit d'habitation. Donc si c'est pas honorable, ou c'est pas l'habitation, on ne met pas de mezouza. Maintenant, il peut y avoir une question de choix. Vous avez par exemple, comme ici, vous avez 2 pièces, l'une et l'autre. Une pièce et l'autre pièce. Vous avez 2 pièces. La question se pose, de quel côté doit-on mettre la mezouza? Sur le côté droit ou le côté gauche? D'accord? Quand vous avez 2 pièces. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, les deux sont équivalentes, donc ça n'a aucune importance. Ben non, vous n'allez pas dire c'est équivalent, vous allez réfléchir d'après la fréquence. Est-ce que c'est un endroit par lequel on sort ou c'est un endroit par lequel on rentre? Si c'est un endroit par lequel on sort, alors on met la mezouza à gauche, puisqu'on sort. C'est un endroit par lequel on rentre, on met la mezouza à droite. Donc quand vous avez
une hésitation sur deux pièces qui sont communicantes, il y a toujours une pièce qui est préférable à l'autre. Vous avez par exemple une pièce qui est dans laquelle qui est une pièce intermédiaire à quelque chose d'autre. C'est un hall pour aller dans le salon. Alors le hall pour aller dans le salon, donc c'est le salon l'essentiel. Le salon, il y a des fauteuils. Le hall, il n'y a peut-être même pas de chaise pour s'asseoir. D'accord, il y a peut-être un porte-manteau, mais pas plus. Donc si c'est un endroit où vous voyez effectivement que c'est un endroit de passage pour aller à une autre pièce, donc vous le mettez à droite de la pièce importante. Toujours, réfléchissez, c'est quoi la pièce importante? Ici par exemple, il y a ce qu'on appelle la Ezrat Nashim, l'endroit des femmes, et là c'est le Beth Midrash. Donc, quel est l'important? C'est le Beth Midrash. La Ezrat Nashim, c'est censé être un endroit accessoire. Donc on rentre dans le Beth Midrash. C'est plus logique de rentrer dans le Beth Midrash que de rentrer dans l'endroit des femmes. D'accord? Et la même chose ailleurs. Vous pouvez dire, quel est l'essentiel? C'est que je rentre par la porte principale, donc j'ai tendance à dire que cette pièce-là est secondaire à l'autre. Je suis bien obligé d'être rentré par là-bas pour arriver ici. Donc on choisit toujours l'endroit principal. Donc on doit réfléchir, quel est l'endroit principal? C'est rare qu'il y ait une égalité d'endroits. C'est rare qu'il n'y ait aucune différence entre un endroit et l'autre. Si c'est comme ça, effectivement, alors effectivement, si c'est exactement la même importance, vous pouvez faire ce que vous voulez, à droite ou à gauche. Ouais. Mais ce qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est d'en mettre deux. Il y a des gens comme ça qui en mettent deux. Il dit comme je ne sais pas, j'en mets une à droite et une à gauche. Pourquoi pas? Parce que c'est contradictoire. Dans la Torah, il y a écrit de mettre une mezouza sur un encadrement. Donc si tu en mets deux, ça veut dire qu'en vérité, tu avais un demi-encadrement et un demi-encadrement, donc il n'y avait pas besoin de mezouza du tout. Donc en fait, tu dois choisir. S'il y a un encadrement, il ne doit y avoir qu'une seule mezouza. Pas deux. Pencher du côté où... Attendez, avant de pencher, sans pencher. D'accord? Maintenant, il y a une tradition qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, qui est un minak rabat très très fort. C'est ce qu'on appelle les gonds, le sens des gonds. D'accord? C'est quoi le sens des gonds? C'est qu'est-ce que le constructeur a pensé. Donc comment on va d'après les gonds? On va d'après la construction, c'est-à-dire que si on a pensé ouvrir la porte, on ouvre la porte vers l'intérieur, donc je pense logiquement que ce soit vers l'intérieur droite, vers l'intérieur gauche, je la mettrai à la droite, puisque j'estime que le constructeur, il a pensé que c'était la chambre dans laquelle je rentre qui mérite une mezouza. Sinon, il a dit, on pousse la porte, c'est qu'il estime que c'est là d'où vous venez qui est secondaire, et là où vous allez qui est important. Donc on va très souvent... Dans le sens où s'ouvre la porte. Dans le sens des gonds. Mais non. Dans le sens des gonds. Les gonds sont de l'autre côté, j'ouvre comme ça, ah, d'accord, comme j'ouvre vers... mais les gonds, sinon... Les gonds sont à l'intérieur, donc ça veut dire que je mets à droite. Les gonds sont à l'extérieur, je mets à gauche. Sauf à la porte d'entrée. La porte d'entrée de la maison n'a aucune importance, le sens des gonds. On met toujours à la porte, côté droit. Que même que votre porte s'ouvre comme ça, de la maison ou de la rue, si vous l'ouvrez comme ça, c'est pas important. Peut-être qu'il a voulu, le constructeur, vous faire gagner de la place pour pas perdre l'entrée. Mais en réalité, tout le monde est d'accord de dire que là, il n'y a pas de discussion. C'est évident que vous n'avez pas de mitzvah de mettre une mezouza sur la rue. Vous avez une mitzvah de mettre une mezouza sur la pièce. Donc, quelle que soit la position de la porte, vous mettez à droite en rentrant. D'accord? Donc ça, c'est
ce qu'on appelle Eker Hatzir. On va d'après les gonds, le moyen de reconnaissance qui s'appelle les gonds. D'accord? Maintenant, il y a une grande polémique. D'accord? Une grande polémique, c'est que il y a des rabbins qui vous disent ah, toujours on va d'après Eker Hatzir. Très gentil, mais dans le Beth Yosef, il y a un grand décisionnaire qui dit de quoi on parle quand on va d'après le Eker Hatzir, c'est quand il y a une hésitation entre les deux pièces. S'il y a une pièce qui est ouvertement importante et l'autre qui est ouvertement secondaire, on s'en fiche de l'emplacement des gonds. D'accord? Par exemple, tu as une pièce qui s'appelle une mirpesset. D'accord? Donc, une mirpesset sans toit. Une mirpesset sans toit, la plupart des décisionnaires disent qu'il n'y a pas besoin de mezouza, puisque, comme c'est sans toit, quand il y a du soleil, tu rentres, tu restes pas. Quand il y a de la neige, tu restes pas. Quand il y a de la pluie, tu restes pas. Donc, on ne met pas de mezouza sur un endroit. C'est pas l'endroit favorable. Si tu dois mettre un parasol, etc. Donc on dit, la mirpesset sans toit n'aurait pas besoin de mezouza. Donc, automatiquement, où tu vas la mettre ta mezouza? À l'entrée de la mirpesset vers l'intérieur de la maison. Voilà. Puisque tu n'estimes pas que la mirpesset, elle ait une importance quelconque par rapport au salon. Donc à ce moment-là, même si tu ouvrais la porte vers l'intérieur de la mirpesset, ne dis pas « Ah non, je vais d'après les gonds, et comme les gonds vont vers la mirpesset, je mettrai à droite. » Non, puisque la mirpesset elle-même, il y a un doute s'il fallait mettre une mezouza sur cette mirpesset. Donc c'est plus logique de dire « Je mettrai une mezouza à l'entrée de l'appartement » qu'à l'entrée de la mirpesset. Derrière la porte alors? Non, alors, quand vous sortez de la mirpesset pour entrer dans la maison, ce qui est logique. Ce qui est logique. Puisque la mirpesset, quand elle est avec un toit, il y en a qui disent que c'est comme une pièce, puisque la preuve, c'est que la plupart des gens, quand il y a un toit, ils ferment. Ils ferment cette mirpesset pour s'en servir comme pièce de complément, quoi, pour les enfants, pour les invités, etc. Donc on voit bien que quand il y a un toit ou quand il n'y a pas de toit, ça change tout. Mais quand on parle de toit, on ne parle pas du plafond du voisin, du balcon du voisin. On parle d'un vrai toit. Un vrai toit qui continue le toit de la maison. On ne parle pas que vous avez le plafond du voisin, le balcon du voisin qui vous fait toit. Ça s'appelle découvert, ça. Ah, ça s'appelle découvert? Eh oui, pour la souka, non. Vous ne pouvez pas faire une souka parce qu'il y a le toit du voisin. Bah oui. Mais vous ne pouvez pas appeler ça votre plafond. Ah Parce bon? que, bah oui, en hiver, ça ne change pas grand-chose pour protéger la neige ou de la pluie, le balcon du voisin. Au contraire, ça vous coule dessus. Donc, c'est pour ça que, quand chaque question de mezouza, il faut être bien au courant comment ça marche, parce que il arrive quelquefois que ça s'appelle une mezouza mal mise, et ça s'appelle donc qu'il n'y en a pas. Si vous la mettez faux, ça s'appelle pas avoir de mezouza. Donc, où doit-on mettre la mezouza? Ouais. Eh bien, alors, vous prenez le mur, vous prenez le battant du mur, depuis le haut jusqu'au parterre, vous coupez en 3, d'accord? Vous coupez en 3, vous mesurez en 3, et vous mettez dans le tiers supérieur. Le tiers supérieur. Le premier tiers. Le premier tiers d'en haut. Alors les Sfaradim, ils mettent dans le premier tiers vraiment, dans le début du premier tiers. Ouais. Les autres, ils disent pas grave. Vous pouvez jouer sur le tiers, à condition que vous ne le mettiez pas trop près du plafond. Donc les Sfaradim, ils sont très scrupuleux de mettre vraiment dans le début du premier tiers. Les autres disent, c'est pas grave, vous pouvez jouer tant que c'est dans le premier tiers, et à condition que ce ne soit pas dans un 10 cm
du bas du plafond. Ça peut arriver quelquefois quand vous avez un exemple. Vous avez des fois des portes qui sont en arc. Vous avez des entrées un peu dans les cuisines ou les genre café. Donc on fait des portes en arc. Alors comment vous calculez la mezouza? Alors vous prenez le bas jusqu'au moment où ça tourne. Le bas depuis le parterre en ligne droite jusqu'au moment où l'arc commence. C'est ça le premier tiers. L'arc, c'est comme si c'était le fronton. Ça s'appelle le mashkov. Donc il ne faut pas compter jusqu'à la moitié du haut. Il faut compter quand s'arrête la ligne droite. Quand la courbe commence, c'est là que finit la mezouza, le côté, et donc vous prenez le premier tiers de ça. Donc il peut arriver, surtout chez les Sfarades, que ça va être très très bas en fait. Puisque vous avez un exemple ici, vous voyez? Vous avez un exemple ici, c'est jusque là. Puisqu'après ça arrondit. Donc le tiers il serait là. Donc il faudrait mettre la mezouza là, chez les Sfaradim il la mettrait là. Alors vous allez rentrer, vous allez dire, mais ça va pas la tête, non? Ben oui, ce serait effectivement là, le premier tiers. Voilà. Ah ouais. Alors si vous voulez mettre un peu plus, d'accord, les Sfaradim qui disent premier tiers, ils la mettront là. Premier tiers. Et les gens vont dire, eh non, mais c'est trop bas. Ben c'est pas trop bas, c'est ça le tiers. Donc il faut bien connaître tout ça, parce alors, que chez moi, ça fait quoi? si c'est pas dans si c'est pas dans les bonnes mesures, Un tiers il y a des fois ou des cas où ça s'appelle pas de mezouza du tout. Quand on se trompe de côté, ou qu'on la met trop basse ou trop haute, etc., ça s'appelle pas avoir une mezouza. Donc il faut bien savoir où on marche. Un tiers et demi. D'accord? Le tiers supérieur. Le rabbi dit dans les lettres, il dit quand je dis vérifier les mezuzot, je ne parle pas simplement de la qualité de la mezouza, je parle de l'emplacement. L'emplacement aussi, ça s'appelle une mezouza pas À cachère. partir du haut. Vous avez compris? L'emplacement aussi, ça s'appelle une mezouza pas cachère. Maintenant, à quel endroit doit-on la mettre? Il ne faut jamais la mettre plus loin que 10 cm du côté, de ce qu'on appelle la mezouza, des linteaux. Il y a le fronton qui est horizontal, mashkof, et les mezuzot qu'on appelle les linteaux. Il ne faut jamais mettre plus de 10 cm du linteau. Donc vous avez le droit de la mettre sur le linteau, au maximum à 10 cm, pas plus. D'accord? Sinon, ça ne s'appelle pas avoir mis la mezouza sur la porte, ça s'appelle l'avoir mise sur le mur. Elle est liée avec le mur, pas avec la porte. Donc il faut bien vérifier. S'il n'y a pas de linteau supérieur, ça s'appelle une porte. Une ouverture, par exemple, où il n'y a pas de... S'il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas besoin. S'il n'y a rien au-dessus. Mais s'il y a le plafond, par exemple, le plafond, ça peut arriver qu'il y ait... Il y a plein de maisons comme ça, où vous avez 2 murs et qui vont jusqu'au plafond. Alors oui, on estime que le plafond, c'est comme c'est un fronton. Un fronton. Donc toutes ces choses-là, il faut bien faire attention. Si c'était un portail, par exemple, ça serait pas... S'il n'y avait pas de... Voilà, s'il n'y avait pas de fer puisqu'il faut qu'il y ait mezuzot et mashkov. Il faut qu'il y ait 3. C'est par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov d'ailleurs. Le mashkov, c'est Abraham, et les deux côtés, c'est Yitzhak et Yaakov. Donc il faut qu'il y ait 3 patriarches, sinon on n'est pas tenu. Voilà. Pas de questions, de toute façon. Ouais, non, mais c'est important de réveiller les gens là-dessus parce que... Il y a deux murs de chaque côté, que ça va jusqu'au plafond et qu'il n'y a pas de petits murs comme ça. C'est pas grave. Il faut mettre... Ah, oui. Moi j'ai une salle à manger et une cuisine. Que Dieu vous bénisse, oui. Une salle à manger, une cuisine. Si vous avez un plafond... Et j'ai 2 endroits qui montent, qui vont jusqu'au plafond. Comme la petite bête. Ça monte, ça va jusqu'au plafond, ben vous mettez une mezouza. Exactement. Mais alors, dernière Nekuda qu'a soulevé notre élève célèbre,
Comment doit-on mettre la mezouza? Droite, penchée, etc. Alors c'est une marloquette comme le Sefer Torah. Est-ce qu'on doit lire le Sefer Torah debout ou couché? Vous connaissez ça? Alors, les Sfaradim, ils lisent le Sefer Torah, enfin à l'époque, ils avaient des boîtes. Tout le monde avait des boîtes, des grosses boîtes rondes. D'accord? Des boîtes rondes. Et je ne sais pour quelle raison, au Moyen-Âge, en Europe, ils ont jeté les boîtes, ils ont mis que le manteau. En Europe. Pas dans les pays orientaux, mais en Europe. À cause des rats. Ça veut dire qu'il y avait moins de rats apparemment en Europe qu'en Orient, ce qui fermait le Sefer Torah avec des boîtes métallisées. C'était carrément du bronze, des fois c'était de l'or ou de l'argent. C'est des trucs pour les costauds, quoi. Et pour soulever un Sefer Torah comme ça, il fallait être un athlète. Aujourd'hui, c'est du contreplaqué ou du rhéostat, donc c'est beaucoup plus léger. Mais à l'origine, c'était pour protéger des bêtes, pour pas que les animaux mangent le parchemin. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge. En Europe, ils ont arrêté de faire ça. Ils ont commencé à mettre des manteaux au lieu de mettre des boîtes. D'accord? La fameuse histoire des Sifrei Torah de la Griba, vous connaissez cette histoire? Il y avait 3 Sifrei Torah qui étaient sur un bateau, et le bateau a coulé, et les Sifrei Torah qui étaient dans des boîtes en bronze, au lieu de couler, le bronze ça coule, ils ont flotté, et il y en a un qui est arrivé en Algérie, un qui est arrivé en Tunisie, un qui est arrivé au Maroc. Ouais, c'est Sifrei Torah, et qui n'ont même pas été atteints par l'eau. Ils ont flotté, et ils sont arrivés dans 3 endroits, et ils ont été ramassés par des sages, pas par des pêcheurs. Les sages les ont repérés. Donc c'était des boîtes, c'était pas des... Donc si ça avait été des manteaux, comme en Europe, le miracle aurait été encore plus fort, parce que pour que l'eau n'abîme pas le Sefer Torah. Mais Kitsour, donc, comme le Sefer Torah, les Sfaradim le lisent debout, les Chassidim le lisent couché, et les Alsaciens, les Allemands, le lisent en biais. Donc il y a 3 positions. Droit, couché et un peu penché. Et c'est pour ça qu'au Kotel, comme le Kotel est obligé de faire plaisir à tout le monde, alors ils ont installé des tables avec des 3 positions. Alors, celui qui vient avec son Sefer Torah, alors où il le couche, où il le lève, où il le met à moitié. Et donc la même problématique se retrouve dans la mezouza. Il y en a qui disent, comme on lit un Sefer Torah debout, on doit mettre la mezouza debout. Donc c'est pour ça que les Sfaradim, comme ils lisent le Sefer Torah debout, ils mettent la mezouza debout. D'accord? Maintenant le Tosfot il dit, il faudrait mettre la mezouza comme ça, puisqu'on lit le Sefer Torah comme ça. Mais il dit, mais comme on ne veut pas déranger les Sfaradim, donc on va faire un compromis, on fait comme ça. Donc en vérité, ça n'a aucune importance. Si vous avez la place, penchez là, si vous pouvez, ou si vous voulez. Maintenant, si vous n'avez pas la place, laissez à droite. Mais surtout pas comme ça. Personne ne fait comme ça. Tout le monde fait ou droit, ou un peu penché, évidemment un peu penché dans le sens de l'entrée. Mais c'est pas dérangeant ça. Qu'elle soit droite ou penchée, c'est pas important. Ouais. Si vous voulez la mettre droite, jamais on vous dira c'est pas soul comme ça ou comme ça. Mais évidemment, il faut la mettre dans le sens de la lecture, pas que l'écriture soit à l'envers. Ça peut être pas soul ça. Si vous avez un beau étui, un bel étui, et que vous vous trompez de sens, ça s'appelle ne pas avoir de mezouza. Donc c'est pas une mezouza si simple que ça. Et donc bien que les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde soit tenu de cette mezouza, il faut quand même bien connaître les halakhot et ne pas dire ouais ça va, comme c'était en France, et aujourd'hui c'est encore dans certaines villes, les gens vous disent mais oui j'ai une mezouza, mais dedans vous avez le parchemin. Ah non, j'ai pas le parchemin, j'ai que la mezouza. Les gens ils croient que la mezouza c'était le boîtier, vous voyez. En France c'était classique. Les gens croyaient qu'ils avaient une mezouza, mais qu'est-ce qu'ils avaient mis dedans? Ah je sais pas, mais on a acheté la mezouza.
À Jérusalem, on a acheté la mezouza. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas. Quand vous ouvriez, alors où il n'y avait rien, où il y avait du journal. Ouais. Maariv ou Yediot Acharonot. Ouais, ouais. Mais ça, vous l'avez encore dans plein de villes en Israël. Ouais. T'as de gens qui croient qu'ils ont des mezuzot. Beaucoup moins, quand même. Ouais. Alors, le grand problème, c'est dans les hôpitaux, les prisons, les bureaux, les hôtels. Il y a plein d'endroits où les mezuzot sont inexistantes. Parce que tout le monde s'en fiche, personne n'a vérifié ce qu'il y a. Alors, ce qui nous sauve, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livracha, qui dit, très belle opinion, il dit qu'il faut accrocher une mezuzah al beitecha sur ta maison. Ta maison, ça veut dire là où tu veux être. Un endroit où tu ne veux pas être, tu n'es pas obligé de mettre une mezuzah. Donc les prisons, l'armée, dit-il, les prisons, l'armée, les hôpitaux, comme c'est pas un endroit où la personne veut être, Bah non. alors elle n'est pas obligée d'avoir Et une les mezuzah. hôtels, on vient dans les hôtels. Les hôtels, tu peux dire, c'est pas à moi, moi je loue la pièce, mais le propriétaire, c'est lui qui me loue la pièce. Et puis en général, un hôtel, c'est pas fait pour rester longtemps, donc il y en a qui font pas attention du tout, d'accord? Mais donc effectivement, c'est une grande svara que l'hôpital, la prison et l'armée, c'est des endroits qu'on vous force à aller, et donc ça s'appelle pas un endroit volontaire, et donc on est dispensé de mezuzah. Mais là, la question elle est pour les jours quand à l'hôpital, qu'on n'y envoie que des Arabes, et on n'a pas besoin d'envoyer des Juifs dans les hôpitaux, comme a dit le rabbi de Tzantz quand il a fondé l'hôpital Laniado à Netanya. Il a invité tous les villages arabes du coin autour de Netanya, et il leur a dit « J'ai fait cet hôpital pour vous ». Alors les Juifs, ils ont dit « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu fais un hôpital pour les Arabes ?» Il dit « Oui, je ne voudrais qu'il n'y ait que des Arabes à l'hôpital et que les Juifs n'aient pas besoin. » Donc, il peut arriver que quelqu'un soit hospitalisé. Donc, il y a un temps où il est obligé d'être hospitalisé, donc il n'est pas tour de mezuzah. Il n'a pas besoin. Mais il y a quelques jours où il veut rester. Il dit, je préfère rester, pas envie de rentrer chez moi, ma femme va mettre une tête comme ça, mes enfants vont me rendre visite, laissez-moi tranquille, je vais rester à l'hôpital. Ah là, tu veux être à l'hôpital, donc à cause de ces gens-là, on est obligé d'avoir des mezuzot kshirot. À cause de tous les gens Et le personnel, qui viennent. Et c'est leur lieu de travail. Non, mais c'est pas leur chambre à eux, c'est les chambres des gens, ils ne restent pas dans la chambre. D'accord, mais ils travaillent comme Non. Il n'y a que quand on a un bureau, c'est là où on mange, où on travaille. Là, ils ne travaillent pas, ils font des piqûres, ils sortent, ils ne restent pas dans la chambre à attendre. Voilà. Mais Kitso, je vous ai résumé un truc extrêmement large, par contre que les gens croient connaître et qui ne connaissent pas souvent, la loi de la mezouza. Parashat Hashavua, Parashat Vaera. Qu'est-ce que nous dit la parasha? Énormément de choses. On va s'arrêter sur un petit détail, un petit rachi. Quand Dieu dit à Moshe d'aller parler au Pharaon, alors il dit, les Juifs ne m'ont pas écouté, tu veux que Pharaon m'écoute, d'accord? D'accord? Donc on voit que ni Pharaon, ni Moshe, ni les Bnei Israël n'écoutent la nouvelle de la Géoula. Pharaon parce que ça ne l'intéresse pas, et les Juifs parce qu'ils sont fatigués. Comme ici. Ils sont fatigués de la galoute, donc ils disent laisse-moi tranquille la Géoula, je préfère gagner au loto, je préfère avoir une vie tranquille parce que la Géoula, on nous en parle, mais c'est comme l'Arlésienne, tout le monde en parle mais personne ne la voit. Alors qu'est-ce que dit le bon Dieu? Il dit Vayedaber Hashem el Moshe vel Aaron, et regardez bien la suite, Vayetzavem el Bnei Israël, tu ordonneras au Bnei Israël et à Pharaon de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors c'est bizarre, c'est-à-dire ordonner au Bnei Israël et ordonner à Pharaon. Alors Rachid te dit non, c'est pas, tu ne vas pas donner des ordres au Bnei Israël ni à Pharaon. C'est toi, Moshe et Aaron,
qui avait un ordre par rapport à Israël et à Pharaon. C'est les ordres, c'est pas de toi de les donner aux gens, c'est toi de les recevoir pour les gens. Comme ça, Rachid explique. D'accord? Vous voyez, de Savem, il a ordonné Moshe et Aaron par rapport à Israël et par rapport au Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a ordonné? Rachid te dit, il a dit, qu'est-ce que Dieu lui demande? Qu'est-ce que ça veut dire ordonner au Bnei Israël? Il dit, sois gentil avec eux. Siva Alehem, il leur a donné un ordre à Moshe et Aaron, les Anigam Benachat, de les diriger gentiment, Velisbol Otam, et de les supporter. Et de se les farcir, comme on dit. Donc ils ont un ordre, Moshe et Aaron, d'être très patients avec les Bnei Israël. Voilà la Nekuda, ouais, quel est le point dans la Géoula, avant d'aller parler aux Juifs de Géoula et de leur dire les makot, les plaies qu'il va y avoir, sois très gentil avec eux et supporte-les. Et après il dit pour Pharaon, quel ordre tu as sur Pharaon? Siva alav lachlok lo kavod, il lui a donné l'ordre de lui faire de l'honneur, d'être honorable avec Pharaon. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors on te dit, pourquoi il y a un ordre? Parce que mon cher Rabbeinu et Aaron, ils auraient pu dire, eh ben ça alors, nous on vient leur annoncer qu'on va les délivrer. On va leur annoncer que les Égyptiens vont prendre des coups. Et eux, au lieu de nous dire, ouais, bravo, on est avec toi, ils vont critiquer, ils vont dire non. Après, quand il dit Rachid lui-même, qu'ils étaient exténués par le travail, mikotser ruach ou me'avoda kasha, ils n'avaient plus la force. Ils soupiraient par la dureté du travail, et donc ils n'écoutaient pas Moshe et Aaron. On dit, on n'a pas de temps à perdre avec les histoires de Géoula, nous on doit travailler, on doit assumer le quotidien, laisse-nous tranquilles. Et donc Moshe et Aaron avaient une tendance, eux, ils étaient toujours libres, ils n'ont jamais vécu l'esclavage. Les Bnei Lévi, comme ils n'ont jamais participé aux tentations de Pharaon, ils sont restés à Goshen, dans la yeshiva, donc ils n'ont eu aucun esclavage. Ils pouvaient circuler comme ils voulaient, ils ne travaillaient pas, ils étaient des hommes libres entièrement. Ils étaient des VIP. Donc, à ce moment-là, tu dis, moi je suis bien. Je me dérange pour aller libérer ces bougnoules. Et au lieu de me faire des applaudissements, il m'envoie balader. C'est pour ça que Dieu lui donne un ordre. Moshe et Aaron, soyez très gentils avec eux. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire de travailler jour et nuit et ne plus avoir la force d'écouter quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y avait une telle... Ça n'en pouvait plus. Une telle pression de la galoute que les gens n'étaient plus capables de réagir à des bonnes nouvelles ou des mauvaises. Ils étaient complètement piqués. Comme aujourd'hui, la pression de l'exil est tellement forte que les gens, on peut leur annoncer catastrophe sur catastrophe, ils n'ont même plus la force de réagir, ils sont amorphes. Alors toi tu dis, attends, mais comment vous êtes amorphes? Il faut monter sur les barricades, il faut se révolter. Et non, supporte ça parce que toi qui ne connais pas cette vie-là, toi qui es protégé d'une certaine façon, tu aurais du mal à accepter qu'il y ait des gens qui soient fatigués. Non, qu'ils soient fatigués, et quand tu leur parles, ils t'envoient balader. Donc ça veut dire que c'est une leçon de morale vis-à-vis des gens
Pourquoi les gens deviennent de plus en plus agressifs et imperméables? Ils n'écoutent pas parce que la galoute les fatigue. Comme dit le Shla, le Shnei Luchot Abrit, il dit dans la Haggadah de Pessah, il a écrit Vayareu Amitzrim. Vayareu Amitzrim. Alors, généralement, les gens ils traduisent les Mitzrim leur ont fait du mal. Les Égyptiens leur ont fait du mal. Mais le Shla, il dit non, c'est pas grammatical ça. C'est pas grammatical. Il aurait dû avoir écrit Vayera Otam. Écrit Vayareu Amitzrim. Il dit non, les Égyptiens les ont rendus méchants. Ça veut dire que la galoute, la pression de la galoute rend les gens méchants. Donc ne t'étonne pas que les gens n'aient plus la patience et la gentillesse et l'amabilité d'être de bonne humeur. Imagine-toi la vie que les gens vivent, ne pas avoir de finir le mois, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de possibilité d'acheter des maisons pour les enfants, il n'y a rien. Ce qu'on appelle l'horizon est bouché, l'horizon est fermé. Alors qu'est-ce que tu veux que les gens ils te disent tout va bien, bien sûr, tout va bien. J'avais fait la tête, d'accord? Si les gens te font la tête, tu dois les supporter, et c'est ce que Dieu leur dit avant de commencer les coups, les plaies. Il dit, c'est un ordre que je vous donne de les supporter et d'être gentil avec eux. Tu aurais dit, mais je viens comme le Père Noël. On vous amène des cadeaux, donc vous devriez être content. Il dit, non, ils n'ont pas la force de considérer que vous êtes des libérateurs. Pour l'instant, vous êtes des casseurs de pieds, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond. Déjà, vous êtes intervenus, que ça s'est aggravé. Donc, ils ont encore moins envie de vous écouter. Donc ça, c'est l'ordre que donne Dieu à Moshe et Aaron. Vous voyez, de sa veine, il leur a donné un ordre. Et donc, chaque fois que Moshe et Aaron parlaient au Bnei Israël, ils se torturaient pour ne pas s'énerver avec eux, quoi. Parce qu'ils avaient l'obligation d'être gentils. C'était une mitzvah pour eux, c'était pas un plus, c'était une mitzvah. Tu veux jouer ton rôle de rédempteur, tu dois être gentil avec les gens que tu vas délivrer. Maintenant, Pharaon, quel est l'ordre que tu reçois sur Pharaon? Il lui dit, tu dois l'honorer, tu dois lui faire kavod. Ça aussi, c'est une très grande épreuve pour Moshe et Aaron. Pharaon, il a jeté des enfants dans le Nil. Ils se baignaient avec leur sang. Wow. Tu viens pour lui donner des tannés. Tu vas lui donner des tannés, les macotes. Donc tu aurais pu dire, si déjà je viens lui donner des tannés, je vais quand même pas lui être gentil avec lui. Et Dieu lui dit, non, tu ne dois pas en faire plus. Tu ne dois pas faire plus que ce que je te demande. Les coups qu'il mérite, tu vas lui donner, mais toujours poli avec lui. Toujours poli avec lui. D'ailleurs, on voit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à résister jusqu'au bout. Parce que la dernière plaie, quand il rentre, la dernière plaie, il va lui annoncer la plaie des premiers-nés, dans la paracha d'après. Pharaon lui dit, fous le camp d'ici, sors de là. Il dit, sors de là, je ne veux plus voir ta tête. Et Moshe lui dit, tu as bien parlé. Là, il n'y a pas de kavod. Il dit, tu as bien parlé, je ne te reverrai plus jamais. Là, il manque de kavod, parce qu'il l'a gonflé. Là, il a été dur, il était un peu trop loin. Mais jusqu'à la 10e plaie, il est très gentil. Il lui dit, tu sais, on va t'envoyer des grenouilles, elles vont rentrer dans ton lit, dans ta maison, très gentil. Et on dit en plus que la plaie des grenouilles, c'était la plus ridicule. Parce que le passouk nous dit qu'il a avalé une grenouille. Elle est rentrée en lui. Pharaon. Becha écrit.
Becha. Donc il a avalé la grenouille, elle n'est pas morte. Elle est restée en lui. Donc quand il parlait, dès qu'il ouvrait la bouche, alors Moshe il vient, il lui fait voilà, bonjour monsieur le empereur. Alors Dieu lui dit, tu sais, chut, sois gentil avec lui. Beaucoup de kavod. Bien que tu vas lui donner des tannés de toutes sortes, il va avoir des poux, il va avoir des... Tous ils vont en subir lui aussi en premier. Ne fais pas plus que ce que je te dis de faire. Il a compris ce qu'il lui a dit, par contre. D'accord. Donc c'est très gentil ce qu'il fait. Et d'ailleurs, à la fin, il lui dit, tes serviteurs viendront me dire de partir. Il n'a pas osé lui dire, toi-même, tu vas te lever dans la nuit, en pyjama, et tu vas me dire, allez, partez. Il dit, tes serviteurs. Pour ne pas lui dire, toi-même. Parce qu'il faut respecter le roi jusqu'au bout. Alors, c'est quoi ce truc de respecter le roi jusqu'au bout? Ça veut dire que c'est un truc de chinour. Quand tu dois punir quelqu'un, un enfant, un adulte, un homme, une femme, peu importe qui, tu dois le punir parce que tu dois lui dire quelque chose de spécifique. N'en rajoute pas. Tu donnes une punition à un enfant, hein, tu lui dis tu vas aller dans ta chambre et tu ne sortiras que dans 1 heure. Il ne faut pas commencer à lui dire espèce d'imbécile, espèce d'idiot, espèce de méchant, non. Tu lui dis tu rentres dans ta chambre et dans 1 heure tu sors. Mais sans devenir vexant et méchant avec lui. Hein? Comme doit faire un juge. Monsieur, vous devez aller 2 ans en prison, vous devez payer. Hein? Il ne doit pas lui dire espèce de voyou, vous avez 2 ans de prison. Non. La loi, c'est la loi, mais tu ne dois pas rajouter dans les mots. Et c'est une grande épreuve, parce que mon cher Rabbeinu, et Aaron, surtout mon cher Rabbeinu, il en avait gros sur la patate avec ce pharaon, d'accord? Il a voulu le tuer, il a tué des gens, donc c'était un Staline, ce gars-là. Donc tu vas dire quoi? Staline, je dois lui faire des honneurs, je lui donne un box dans la figure. Non, pas du tout. Tu dois lui dire, voilà ce qui va t'arriver, mais monsieur le roi, il va vous arriver ça. Donc c'est un travail de retenue vis-à-vis des Bnei Israël, être gentil avec eux, pas les traitant d'ingrats. Nous, on vient vous délivrer, vous nous parlez mal. Et d'un autre côté, au pharaon, tu dois faire ta justice froidement, sans en rajouter. Donc c'est une grande notion de chinour. Ça veut dire solidarité vis-à-vis des autres qui souffrent. Donc moi je souffre pas, donc je m'en fiche des autres. Non, tu dois être solidaire de la souffrance des autres, en comprenant qu'effectivement tout le monde n'a pas ta chance. Et bête, quand tu punis quelqu'un, ne viens pas en rajouter avec une querelle personnelle, d'essayer de te venger avec lui. Dis je vous ai fait ça parce que c'est comme ça, mais c'est tout. Donc et ça commence comme ça, la Géoula commence comme ça, avec 2 ordres particuliers que Moshe et Aaron ils ont, Tzivuyim que Dieu leur donne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour finir, parce que vous n'avez pas d'autres questions, Il bégayait, il a continué à bégayer, monsieur, ou... C'est Aaron qui parlait. C'est très bizarre, en quoi il bégayait ou bégayait pas, parce qu'on voit qu'il ne bégaye que maintenant, parce que la première fois, il ne bégaye pas, quand il va la première fois le voir. C'est pas Aaron qui parle, c'est lui. Puis Tom, il se met à bégayer, c'est très bizarre ce bégayement. Il y en a qui disaient qu'il ne bégayait pas, qu'il parlait à voix basse. Il y en a d'autres qui disaient qu'il ne bégayait pas du tout, il parlait en hébreu et qu'il ne comprenait rien. Pharaon, c'était de la Bible qu'il lui disait. Et l'autre, il ne comprenait rien, il n'avait pas fait d'Ulpan. Donc il fallait que Aaron lui traduise en égyptien diplomatique ce que voulait dire Moshe. Pourtant, il a grandi avec Pharaon, c'est pas Aaron qui a grandi. Oui, mais il ne devait pas parler il devait parler dans la prophétie qu'il recevait. Il ne devait pas parler en égyptien. Ah
fallait pas qu'il parle en égyptien, il fallait qu'il parle en Lachon HaKodesh. Comme il recevait l'ordre en hébreu, en Lachon HaKodesh, il devait le répéter comme il recevait. Donc il fallait que Aaron l'explique, et l'explicite au pharaon. Comment ça allait se passer, les grenouilles, etc. Donc, mais effectivement, si on pense qu'effectivement, d'après le Midrash qui dit qu'il a avalé le charbon quand il était petit et qu'il bégayait, il s'est mis à parler qu'au moment de la Shira, quand il a chanté la Shira. Il faisait pas Moshe, il disait bien. Et tout le monde est d'accord de dire qu'il a guéri au moment du Matan Torah. Donc, le Chumash, c'est un truc très difficile parce que vous ne savez jamais quel midrash comprendre, quel midrash citer, etc. C'est une série de théories très très variées. Disons, quand il dit Ani Aral Sfataim, a priori, ça veut dire j'ai la bouche fermée, je ne peux pas parler. Quoi. Je ne peux pas parler, ça veut dire je vais dire des trucs que Paro ne peut rien comprendre. Donc il faut que Aaron, Dieu lui dit t'inquiète pas, Aaron il va traduire en anglais. Pour Pharaon. Bekitsu, il y a une surprise là-dedans, c'est que en plein milieu de la paracha, on vous cite les descendants de Réhouven, de Shimon et de Lévi. Vous dites qu'est-ce que ça vient faire là? Que vient faire la généalogie de Réhouven, Shimon, Lévi? D'accord? Donc une des explications, elle est de vous donner les noms des enfants de Lévi. Lévi, on a dit, il n'était pas en galoute. Il n'est pas en galoute, et il a eu 3 enfants. Kehat, Kehat, qui allait porter après l'arche sainte, Gershon et Merari. D'accord? Alors on dit c'est des noms bizarres. Quand on donne des noms à des enfants, il faut leur donner des noms agréables, des bons noms. Il y avait une histoire là, qui s'est passée quelques jours, et un Russe, il voulait une bracha pour sa cousine, bon, et sa cousine s'appelle Rima. Rima, c'est un prénom russe. Alors je dis Rima, c'est un nom terrible, ça veut dire la vermine. La vermine, quand les gens meurent, ils deviennent Rima Vetolea. Putain, ta cousine elle s'appelle Rima, c'est pas bon ça. Change-lui de nom, donne-lui un autre nom. En plus, elle a une maladie, etc. Donc j'ai dit, appelle-la au Sefer Torah avec un autre nom. Oui, il m'a dit, oui, ça fait peur, Rima, parce qu'il habite là maintenant, tu comprends l'hébreu. Alors je lui ai dit, appelle-la Rina. Rina, c'est la chanson. Et là, dans la même semaine, dans le Dvar Malchut en français là, qui sortent, il y avait cette histoire-là. Les 3 dames qui demandent au rabbi, on a des noms, hein, est-ce que le rabbi dit, vous appelez quoi, comment? Il y a une russe qui dit, je m'appelle Rima. Le rabbi dit, non, appelez-vous Rina. Ça veut dire, a priori, ne prend pas un nom qui a une connotation catastrophique en hébreu. Comme les gens qui s'appellent Shemama. Il y a des Tunisiens qui s'appellent Shemama. Shemama, ça veut dire la destruction. Donc je leur dis aux Shemama de s'appeler Shemma, le nom de Ma. Mais pas Shemama, c'est annonciateur de choses désagréables. Donc Bekitsu, ici, qu'est-ce qui se passe? Kehat, il appelle Kehat son fils. Mais Kehat, ça veut dire l'aigreur. Comme il y a écrit là-bas, Akeet Shinav, agace-lui les dents, c'est le rachat du... Donc les dents agacées. Anavim Keot, les raisins aigres. Les raisins verts qui sont aigres. Anavim Keot. Tu appelles ton fils Kehat, l'aigre. Gershon, qu'est-ce que ça veut dire Gershon? Guerre. J'étais étranger. Ah ouais. J'étais étranger. Et l'autre Merari, l'amertume.
Non. C'est comme ça qu'il appelait ses enfants, Lévi. Oui, c'est Comment vous appelez votre fils? Oh, on va l'appeler Merari. Ça veut dire l'absinthe, quoi. Ah, bah, c'est pas bon, hein. Et l'autre, Gershon, bah oui. Et l'autre, Kehat. C'est des catastrophes, quoi. C'est des noms nuls. C'est pas des noms de bracha, c'est des noms de... Elle a dit non, parce que comme eux, ils n'étaient pas exilés, ils avaient la mitzvah d'être solidaires des autres. Donc ils ont dit, vous êtes peinards, à Goshen, tranquille, pas de galoute, pas de coups, rien de ça, mais rappelez-vous que vos frères, eux, ils ont les dents aigries par les coups, ils se sentent étrangers sans arrêt dans leur comportement, et ils ont une vie amère. Donc ils ont fait exprès de donner des noms désastreux pour que leur famille soit solidaire de la souffrance de leur co-religionnaire. Il n'a pas eu des enfants avant d'arriver en Égypte. Ces trois-là, ils sont nés avant d'arriver en Égypte, non? Non, mais ça, c'est pas une question. C'est très bien que les noms que l'on porte, ils sont toujours prophétiques. Et s'il avait voulu leur changer, il aurait changé. Donc on voit bien que si tu n'as pas la possibilité de souffrir comme ton voisin, et on ne te demande pas de vouloir souffrir, mais au moins sois solidaire, que tu te rappelles tout le temps que toi tu es bien loti, mais que tes voisins ne le sont pas et que tu dois faire comme on a dit à Moshe Aaron, être gentil avec les gens et les supporter, parce que c'est pas tous les jours dimanche. Voilà. Donc, et Ratson, que le bon Dieu, comme il a terminé les parachiotes par la Géoula, hein, il y a un épiane dans le Chumash. Donc il faudrait qu'il y ait une jolie fin heureuse à cette galoute qui n'en finit plus. On sait à peu près combien d'années. Bezrat Hashem, cette semaine, Makot et Beau Géoula. On sait combien d'années depuis la mort de Yosef et l'esclavage. L'esclavage pur a duré